Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous sommes à Anneyron dans un cadre merveilleux et on va parler pétanque bien sûr avec mon invité qui est mon ami monsieur Alain Moulin. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va bien, impeccable. Dure période après ce confinement là, ça fait du bien de retrouver l'air libre. Surtout que tu es venu à Anneyron, à l'étang de l'Argentelle, on ne peut pas trouver mieux. On peut pas trouver mieux et je sais pas si tu sais mais je suis natif d'ici moi. Je sais. Je venais pêcher ici tout gamin. D'accord. Voilà. Bon ben on va parler pétanque. Oui. On est venu pour ça. Ben, un petit peu quand même. Voilà. Alors dis-moi Alain, comment t'es venu dans le monde de la pétanque toi? Alors c'est un petit peu atypique comme souvent dans mon cas. Puisque en 80, donc j'avais perdu ma mère et je n'avais pas d'activité, je faisais rien. Puis je suis allé faire un tour à Vérin. À l'époque, il y avait la petite boule vérinoise, il y en a qui ont connu et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est dommage. Qui des gars qui jouaient, et puis il leur en manquait un, ben, j'ai fait le 4e ou le 6e. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai joué, ça a été mes débuts. Après, tout s'est enchaîné. J'avais 16 ans, donc c'était une bonne période. Et à l'époque, ça jouait énormément et puis j'ai enchaîné. Voilà. Les années 80, c'était des belles années. Hein. C'était des belles années. Et j'ai pour l'anecdote quand même un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois, j'ai joué 36 parties en une journée. Ah quand même. Je me suis quasiment pas arrêté à midi, j'ai juste mangé en vitesse chez moi et je suis reparti jouer. À Vérin, j'ai fait 36 parties à la suite. Je te dirais, en tête à tête, en doublette, en triplette. J'ai voulu enchaîner pour voir comment j'en faisais, de 9h ou 10h du matin jusqu'à minuit le soir, puisqu'on jouait toute la journée. Oui, quand même. Ouais. Et c'est un truc exceptionnel. Voilà, donc c'est une anecdote. Hein. Tu pourrais enchaîner 3 Marseillaises de suite. Ouais, j'en sais rien. À l'époque, oui, aujourd'hui, non. Aujourd'hui. Mais quand tu as 16 ans, tu sais très bien ce que c'est. Hein. Ouais. On a envie. Voilà, Ouais, c'est les débuts. Alors ensuite, après ces débuts, tu es allé naviguer où ça? Ben après, moi j'avais 18 ans, on était une bande de copains de Condrieu, la Maladière, d'où j'habite. Ouais. Et on s'entendait super bien. Et puis quand on est jeune, quand on est aventureux, ben, on a décidé de monter notre club. Ouais. À Condrieu, à la Maladière, un petit quartier, on ne pouvait pas. On l'a monté à Condrieu, le maire était d'accord, il y avait un espace de libre. Ouais. Et donc en 83, on a monté notre club. Ben, je suis devenu président, donc 17 ans. Ah oui, quand même. 17-18 ans dans l'année. Et ben, on a tenu 4-5 ans. On a fait pas mal de concours. Il y en a qui s'en rappellent certainement. Il y en avait des super joueurs qui sont venus. Mais bon, comme je dis souvent, on ne naît pas dirigeant, on le devient. Ouais, c'est vrai. Il faut se former. C'est vrai. Et moi, on n'était tous pas des dirigeants, on était des joueurs passionnés. Mais on a cru qu'on pouvait devenir des dirigeants. Et le club, il n'a pas tenu la route. Ce n'est pas une question de trésorerie, on avait de l'argent. Mais on n'avait pas une âme de dirigeant, on était trop jeunes. C'est pour ça que moi je dis, quand on est dans un club, il faut des dirigeants âgés, qui aient de l'expérience et qui puissent donner le tempo, être des locomotives pour les autres. Voilà. Et ça, je ne l'étais pas. Et donc après, quand on s'est rendu compte, on a arrêté. Et moi, je suis parti à Saint-Clair-du-Rhône. Parce que Saint-Clair-du-Rhône, à l'époque, 1988, c'était l'époque juste des Descormes, Bouillane, Piscaglia, Devesa et compagnie. C'est là où je t'ai connu. C'est là où tu m'as connu, hein. C'est vrai que avec Laurent Gonel notamment, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment là que j'ai rencontré le haut niveau, notamment la famille Descormes, hein, parce qu'aux cités j'y suis allé souvent, avec Jean-Luc Plasson, toute la bande, et c'est là que j'ai vraiment appris à jouer véritablement. Alors pointeur modeste, certes, connu pour être un joueur de sablette. Pourquoi Anneyron, la sablette, souvent en cas, je le revendique, ayant appris à jouer à Vérin. Envoyer les boules, c'est pas trop mon truc, mais bon, chacun a les dispositions qu'il a. Effectivement. Voilà. Et j'ai longtemps tiré aussi avec un super joueur qui s'appelle Pierre Auriol, que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Et j'ai eu la chance avec Dominique Cossalter de faire les triplettes. Et notamment, on a perdu un 8e de finale du national du Cabanon à Roussillon, contre Soulage et Brard d'Alès, qui ont gagné. Voilà. Et j'ai enchaîné derrière parce que je me suis dit en tant que joueur, ça va être compliqué de monter un petit peu. Et je voyais Guy Dumas à l'école de pétanque avec André Favier, ils étaient un peu ils étaient fatigués, on va dire. Je me rappelle de Dédé Favier. Une école de pétanque qui avait monté Guy Dumas, où Christian Bouillane et d'autres ont fait partie, qui sont allés au championnat de France, il y a eu des sacrés joueurs. Puis moi, j'ai décidé de reprendre le flambeau derrière. Guy était content et puis je me suis lancé avec Franck et Patricia Descamps, je me rappelle. Il y avait Alex Bonnefond, Fred Pontet, déjà des joueurs que tu connais, des mecs extraordinaires. Et on a petit à petit, on a monté, on n'a pas monté, on a relancé véritablement l'école de pétanque.
Ben oui, on va poursuivre sur ce plan-là, effectivement. C'est le début de ma carrière d'éducateur, effectivement, donc en prenant la suite de Guy Dumas, comme je disais tout à l'heure. Et je me suis senti très vite à mon aise. De toute façon, j'ai toujours été à l'aise avec les gens dans un rôle d'un peu de leader, sans prétention bien évidemment, plutôt la personne qui enchaîne et qui emmène les autres vers quelque chose. Alors on avait un avantage énorme à Saint-Clair-du-Rhône, c'est ce boulodrome. Je crois que Michel Vivier t'en a parlé dans le reportage que tu as fait sur Tournon. Je reprends exactement la même chose que Michel, que j'apprécie énormément. Si on a un boulodrome, on a une école de pétanque. Si on n'a pas de boulodrome, on n'a pas d'école de pétanque. Pourquoi? Parce que l'hiver, on ne peut pas jouer. Et jeu lisse, jeu difficile, ça me fait un peu rigoler. L'essentiel, c'est de maintenir l'activité tout au long de l'année. Un gamin, il a besoin de jouer tout au long de l'année. Et là, véritablement, chaque mardi à 18 h, l'ASR Boule, que présidait Gérard Chabert, nous laissait à disposition 3 jeux de longue. À 6 h 30, les gens s'arrêtaient, et ils s'arrêtaient en cours de partie pour nous laisser la place. Et ça faisait après un amalgame entre la longue et la pétanque qui était génial. Parce que souvent, on oppose longue et pétanque, et bien là, on avait une complémentarité entre les deux associations, dans l'intérêt de la jeunesse, et sur un espace municipal partagé. C'était quelque chose de génial. Et forcément, quand ça marche comme ça, on a des résultats derrière qui arrivent très vite. On a eu la chance énorme d'avoir un joueur que tout le monde connaît, il s'appelle Nicolas Tavian, qui a été un petit peu, qui a débarqué comme ça un jour, un mardi soir, il a acheté 3 boules, j'ai dit, avec lui, il n'y a rien à faire. Il avait tout. Il n'y avait rien à lui apprendre, simplement à l'équiper. Et Nicolas, c'est un gamin extraordinaire. Moi, je dis que c'est un gamin, parce que ça restera toujours pour moi un gamin. Je l'ai, entre guillemets, équipé avec, à l'époque, Lionel Martineau, Olivier Yandil, qui étaient 2 gamins extraordinaires, qui sont devenus après des super éducateurs. Et puis, ils ont gagné ce championnat de l'Isère, où on avait quand même réussi une performance extraordinaire. 16 équipes présentes au championnat de l'Isère à Domaine. 2 quarts, 1 quart de parents, 1 quart de joueurs. Une ambiance extraordinaire. 2 titres sur 3. Plus une autre équipe qui est qualifiée donc, pour la Ligue, une équipe qui est qualifiée aussi en junior, un résultat extraordinaire, la consécration quoi un petit peu. Mais ce qu'on peut rajouter, c'est que Nicolas a quand même un papa extraordinaire aussi. Ah de toute façon, à l'époque, je peux te dire qu'il n'y avait quasiment pas de joueurs qui n'étaient pas accompagnés. Et les quelques-uns qu'on avait, c'était des gamins qui étaient en difficulté parce qu'au niveau de la mairie, on avait été très clair, c'était pas un club élitiste, parce que moi j'aime pas ça, c'était un club qui accueillait tout le monde et on jouait par niveau. On va pas parler de social, moi j'aime pas le mot social, j'en fais donc j'aime pas ça. Par contre, accueillir tout le monde pour un vivre ensemble, ça chez nous ça voulait dire quelque chose. Et les parents souvent, quand le gamin il l'amenait pas à manger, il mangeait quand même chez nous. Personne n'était laissé de côté. Comme dit M. Macron, il y avait personne qui restait au bord du chemin à la pétanque Saint-Clairoise. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec Guy Dumas, on avait aussi un président et un bureau extraordinaire. À l'époque, 10 000 francs étaient attribués. Pour ceux qui parlent ancien franc, donc c'était une somme intéressante et il nous fallait justifier cet investissement, mais on le faisait avec des résultats et surtout un accueil maximum de tout le monde. Et la consécration, elle vient avec ce premier championnat de France dont j'ai parlé, et on va à Tours, 11 heures de quart pour aller à Tours à l'époque, parce que les quarts étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, une ambiance de folie, une défaite en 8e de finale, mais bon, carré d'honneur quand même, un dimanche matin. Et un Nicolas Tavian qui découvre le haut niveau, qui dit simplement, moi je m'en fous, j'ai pas pris de bague, je suis content. On va parler à présent de ce que toi tu appelles la dégringolade. Oui, alors c'est une période un peu moins faste parce que je voulais en parler quand même si après un reportage comme tu les aimes, c'est la joie, c'est le plaisir du jeu. Il y a aussi des moments difficiles dans la vie de quelqu'un. Moi j'ai connu la mienne. Ça a été véritablement une dégringolade, dépression, 2 ans quasiment où je ne pouvais plus jouer, hospitalisation, traitement et tout ce qui a véritablement entraîné une mise à l'écart un petit peu du monde de la pétanque. Il y a quelques joueurs, quelques amis qui me sont restés fidèles, mais on peut être beaucoup, comme je l'ai été à un moment, avec ce titre de champion de l'Isère et ce statut d'éducateur reconnu, et puis ne plus être grand chose après quand la maladie nous touche. C'est ça. Voilà. On se sent seul là, à ce moment-là. Et on se sent vraiment seul, et moi j'ai connu vraiment la grosse et la grande solitude. Je comprends. Pas facile, Alain. Pas simple du tout. Et on ressent des émotions qui remontent. Ouais, parce que je ne pouvais plus jouer. Je peux citer l'exemple pour ceux qui me vont jouer. Les derniers championnats de l'Isère que je fais en tête-à-tête, je joue debout et je suis incapable de quasiment jeter une boule. Elle arrive à 4 mètres, 5 mètres. Parce que j'étais à l'époque sous traitement et j'arrivais plus à jouer. J'étais un fantôme. Tu étais entouré cette période-là? Cette période-là, tu étais entouré, tu n'étais pas seul? Non, mais les gens, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas.
parce que dans les années 80, la maladie psychologique, c'était quelque chose qu'on maîtrisait moins qu'aujourd'hui. Les thérapies, la psychothérapie, tout ce qui va avec maintenant l'accompagnement des personnes en difficulté, notamment les jeunes, ça n'existait pas. Surtout que le problème remontait à des années de non-dit qui étaient restés en moi et qui devaient s'exprimer et que moi, j'arrivais pas à exprimer. Et il fallait d'abord accepter sa situation, accepter son mal-être pour mieux peut-être le soigner et éventuellement le guérir, ce qu'on n'était pas sûr à l'époque. C'est ça. Alors tu vas parler de quelqu'un, Alain, maintenant, que je connais bien depuis plus de 35 ans, qui s'appelle Laurent Gonel. Ouais, Laurent, Laurent, on a le même âge, on est de 64. Et pourquoi je vais parler de Laurent? Laurent, c'est pas un ami que je vois tous les jours, on ne s'appelle pas tous les jours, mais c'est quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce que quand j'étais, comme je le disais, dans ces années de fantômes, de zombies, j'allais voir les concours, mais je ne jouais pas, je regardais. Et puis Laurent, il m'a dit, écoute, il y en a marre, tu fais que nous regarder, samedi prochain, il y a un concours Rouet, tu viens avec moi. Je dis, non, Laurent, je ne sais pas jouer. Il me dit, je m'en fous. Tu viens avec moi, tu joues. Tu feras ce que tu feras, on se débrouillera. Je suis monté avec lui, j'ai joué debout, hein, comme je disais tout à l'heure. On a perdu en quart de finale, je crois. Mais Laurent, il m'a tendu la main. Et je pense que dans ma tête, psychologiquement, il y a quelque chose qui s'est remis en route. Comme si, et ça a été les mêmes années où j'ai recommencé, en gros, à retrouver la dignité, l'envie de vivre. Et c'est là que j'ai travaillé sur le plan professionnel sur une activité d'animateur que je n'étais pas, puisque j'avais travaillé 10 ans dans le bâtiment. Oui. Je me suis véritablement dit, mon métier, c'est de m'occuper des jeunes. C'est à quelque part ma thérapie. Mais Laurent Gonel, et il en faut, hein, il y a toujours des gens qui vous tirent la corde. Il a tendu la corde, je l'ai saisi et il m'a sorti du trou. Après, je me suis débrouillé, j'ai trouvé d'autres cordes après. Mais Laurent était la première corde qui m'a permis de véritablement enchaîner. Et puis c'est un gars formidable. Et c'est un gars qui est sur le terrain, je peux le dire, les gens le connaissent bien, Laurent. Les titres qu'il a eus et puis sa manière de jouer, le respect qu'il éprouve, le calme, c'est un joueur exceptionnel. Si la pétanque était remplie de joueurs comme Laurent, elle serait un véritable plaisir, tout simplement. Discret et respectueux. C'est un gars bien, tout simplement. C'est un mec bien, voilà. Et je voulais le dire. Laurent, merci. Donc là, après, ça a été les années 95. Oui, à peu près voilà. Parce qu'il y a eu 93-95, j'ai toujours gardé ma licence, c'était à Chavanais, mon frère était président, donc j'avais ma licence là-bas, mais je ne jouais pas. Et toujours à Saint-Clair-du-Rhône? Non, à Chavanais, j'étais. Ah oui. J'étais à Chavanais. Et puis en 95, je crois que c'est à l'automne, je reçois un coup de fil de Françoise Serpollier, présidente à l'époque du club de Saint-Clair, qui me dit, Alain, j'ai plus de dirigeants, j'ai plus d'éducateurs, pardon, l'école de pétanque c'est que des parents. Ça ne tient pas la route, ça va plus. Christian Fabre avait eu son accident, Christian qui avait eu les honneurs de poursuivre le travail que j'avais fait, et je lui rends hommage à Christian, on nous a souvent opposés, et c'est une connerie, je lui rends hommage parce que tout ce qu'il a fait avec les jeunes, il a poursuivi le travail qu'on avait entrepris, et c'est un sacré éducateur. Voilà, et donc je reprends parce que Françoise m'appelle, et j'y vais, je vais voir, je lui dis écoute, je viens voir, et puis je vois un potentiel extraordinaire, je me dis, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et puis je me dis, je vais peut-être mettre en place quelque chose de différent. Je réfléchis, je travaille ça pendant quelques temps. Je dis à Françoise, laisse-moi réfléchir. Et puis je bâtis un véritable projet sportif. Alors là, un projet sportif, souvent on emploie ce mot-là, on le galvaude. Celui-là, il a été pensé, je peux te dire, et réfléchi. Déjà, un encadrement avec, je me considère un peu comme un manager général, mais c'est un grand mot, mais en vérité, c'est le grand frère. Et je prends avec moi des jeunes éducateurs. Je vais les citer, je regarde mes fiches. Je ne veux pas en oublier, Lionel Descormes, Anthony Alves, Lionel Martineau, Olivier Yantil, Yann Bruyère et Benjamin Guillot. Et puis 3 adultes par an, Alex Bonnefond que je connaissais bien, et on n'en le présente plus, Nathalie Dory, parce qu'il nous fallait une fille, c'était important parce qu'on avait des jeunes filles, et Edmond Châtelain qui nous a rejoints en cours de route. Nathalie Dory qui est la fille de Pierrot. De Pierre Auriol. Donc et tous les jeunes que j'ai cités, je les avais eus tous à l'école de pétanque. Et donc ils sont venus parce que j'ai fait appel à eux. Il y avait Benjamin qui s'occupait un petit peu de l'école de pétanque quand je suis arrivé, et les autres, je fais appel à eux. Et ils viennent tous. Je leur dis, j'ai un coup à jouer avec vous. Venez m'aider. On ne va pas laisser tomber ce qu'on a créé ensemble. Est-ce que vous êtes OK? Ils ont répondu présent. Ils ont couru. Ils ont dit, avec toi, on y va. Alors la présence, c'est vrai qu'on tournait au moins tous les 15 jours. On avait au moins une compétition. Quand je vois maintenant, j'entends les gamins qui jouent très peu, il y a peu de compétition. Nous, entre les marathons, les championnats, les invitations, au moins tous les 15 jours, on sortait. Moi, je jouais quasiment plus, je faisais que ça. Mais quel plaisir. Programmation annuelle d'entraînement. Ça, c'est hyper important. Basé. On avait vraiment des choses qui étaient adaptées pour chaque catégorie. Fiche individuelle de suivi.
Je peux te dire, j'ai montré l'autre fois les photos sur Facebook, on était mort de rire. Mais franchement, tout était vraiment, c'était suivi vraiment, des réunions régulières avec la commission, donc on va dire sportive, des bilans, vraiment aussi avec le club. On rendait des comptes, commission des jeunes, c'est 10 000 francs. Il fallait les rendre et puis et surtout on a fait des choses qui sont un petit peu atypiques. Par exemple, on a fait un entraînement avec l'Institut médico-éducatif de Saint-Maurice-l'Exil, les handicapés. Ouais. C'est-à-dire qu'on a travaillé en mixité. Benjamin Guillot était éducateur, et bien on a réussi à faire un travail avec eux. Donc tu vois un peu jusqu'où on est allé. Ah oui, vous êtes allé loin. Voilà. Mais pour être franc, je pensais vraiment jamais revenir. Mais il y a eu encore une fois une corde, Françoise, qui s'est tirée. Et en plus, j'ai complété ma formation parce que j'ai passé donc véritablement les diplômes. J'ai commencé à sentir qu'il fallait. Ouais. C'est là que j'ai commencé à sentir que pour être un bon éducateur, il fallait faire de la formation. On enchaîne en 2001, puisque j'ai parlé de formation. Et formation, il faut y aller. Hein. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber encore une fois sur un type formidable, Jean-Paul Perrotto, qui est aujourd'hui, je crois, président du comité du Rhône, si je ne me trompe pas. Et qui m'a un petit peu montré ce que c'était vraiment que l'encadrement. J'avais des bases, mais là vraiment ça a été pour moi véritablement la consécration de ce qu'on devait faire et surtout de ce qu'on ne devait pas faire. Et en même temps, je me formais dans toutes les disciplines. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais de ma passion faire mon métier. Ma passion des jeunes, je voulais en faire mon métier. Donc j'ai développé sur le foot, sur le tir à l'arc, sur le badminton, tout ce qui était diplôme possible et inimaginable, j'ai passé. Et j'ai côtoyé dans les formations et les détections des gens comme Mathias Kamakaris, David Suarez, Marilyn Segara. C'était ces époques-là, Florent Coutançon. C'est vraiment, j'ai eu la chance de côtoyer plus des super joueurs en Rhône-Alpes. Voilà, c'était vraiment une belle époque. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, je voulais rajouter un truc qui est important, c'est la remise en question. Parce que l'éducateur, souvent, et je l'ai vu, il a l'impression qu'il sait tout, qu'il n'a rien à apprendre. Et bien moi, quand j'ai fait les formations, j'ai dit tout à l'heure par rapport à Jean-Paul Perrotto, mais j'ai connu Jean-Philippe Soricotti, par exemple, entraîneur de l'équipe de France féminine, et d'autres éducateurs. Et en confrontant nos idées pédagogiques, on apprend beaucoup des autres. C'est vrai. Le savoir, on prétend l'avoir, tout le monde. Un être humain croit qu'il sait tout. Eh bien non, il ne sait pas tout. Et quand on s'occupe des enfants, là, véritablement, il faut être très précis. On apprend des autres à condition de savoir écouter. Eh oui. Et on a l'impression, quand on me connaît, les gens qui me connaissent ont l'impression que je suis celui qui sait tout. J'ai cette mauvaise image, mais je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. On ne le voit pas, mais la nuit, le soir, je me rappelle, hein, moi je ne dormais pas certaines veilles de compétition ou après certains entraînements, notamment au foot, parce que j'avais pas été bon, parce qu'il manquait quelque chose, parce que je pensais à quelque chose. Ouais, toujours l'envie de mieux faire. Quoi. Ah bah celui qui se remet pas en question, pour moi, c'est pas un bon éducateur. En principe, Alain, moi je dis pas du mal des autres, mais on les connaît. Oui. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il y a eu le championnat de France. C'est 2005. C'est vrai que paradoxalement, on a été au championnat de France dans les premières années, je l'ai cité tout à l'heure, et on n'y arrivait plus. On faisait beaucoup de ligues, parce que cette histoire aussi de faire jouer tout le monde et de ne pas faire d'élitisme, comparé à certains clubs, elle nous jouait des tours. Ouais, c'est vrai. Parce que malheureusement, on n'était pas toujours plus attentif ou trop sur les grands joueurs. Mais bon, ça fait partie aussi de notre légende et à quelque part. Et quand même, malgré tout, on est arrivé à quelque chose de merveilleux, totalement inattendu, c'est 2005. J'avais repris l'équipe junior première année, donc avec Gaëtan Berganzoni, Guillaume Bourg et David Bruyère. C'était une équipe de première année. Aller au championnat de France junior, l'objectif c'est de passer les poules. On allait en plus à Nevers, qui est un fief quand même, et de la pétanque, là où se déroule beaucoup de championnats de France. Ça a été pour moi l'un des plus beaux, c'est le plus beau championnat de France. J'avais déjà fait, je me trompe, j'avais fait Bourg-en-Bresse aussi une fois avec Nicolas Tavier en minime. Mais on n'a pas fait beaucoup de championnats de France. Et, là vraiment celui-là il a été marquant. Parce qu'avec on avait une équipe minime aussi, à l'époque c'était Anthony Dory, Florian Bonnefond et Florent Petit. Eux ils n'ont pas passé les poules, mais mes 3 juniors, ils perdent à la première, donc on se dit aïe. La deuxième, ils tombent contre des Corses, alors vraiment des gens extraordinaires. Eux ils étaient venus là en touriste, ils nous laissent quasiment gagner et on passe le barrage, parce qu'on rejoue bien, et après on en gagne une autre derrière et on est qualifié pour le lendemain. Et c'est là que je me dis, on a atteint l'objectif. C'est ça. On a dit, après, ça va être que du bonus. Mais on ne s'est pas arrêté là. On ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, en 8e, on tape 3 juniors, 3e année de PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur.
favori quasiment. Ouais. Donc avec Angie Savin, on en parlera tout à l'heure parce que Ouais. ça va être la suite. Mais eh ben on les tape. Et on les tape pourquoi? Parce que j'entends l'éducateur qui dit à ses joueurs, vous tombez contre 3 premières années, 3 gamins, vous allez les manger, il n'y a pas de partie. C'est ça. Et je vais vers mes gamins, je leur dis, vous savez ce qu'il a dit l'autre là? Vous étiez 3 minots qui vont vous bouffer tout cru. Alors vous allez lui montrer ce que vous êtes capable de faire. Et je me rappellerai toujours, on finit sur une mène de 6 points. David Bruyère, il compte les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 6, 13. Merci messieurs, avec son air tout innocent. Et les deux, il y en a 2 qui ont pas serré la main, un troisième, qui paraissait le plus rugueux de tous, Ouais. est venu les voir, leur a dit bravo les jeunes, bravo les gars, vous méritez, et c'est une bonne leçon pour nous. C'est ça. Et ben moi je l'ai félicité, Ah oui. un fair play. L'éducateur n'a pas serré la main non plus. Eh oui, Ah ouais. ça arrive parfois, même dans le championnat de France, désolé. Comme quoi, il n'y a pas que des bons éducateurs. Et après on enchaîne, mon cher ami, on enchaîne en quart de finale où on tape une équipe, et on se retrouve en demi-finale. Carré d'honneur, la Marseillaise dans le hall, dans le Palais des Sports de Nevers, mais un souvenir extraordinaire Ah pour bah les oui. gamins. Ah oui. Et on perd contre l'équipe de la Sarthe, donc de Nevers, D'accord. de la Nièvre, pardon, excuse-moi, Sarthe c'est le Mans. Ouais. Et on perd parce que le gamin, le tireur d'en face, venait de perdre sa maman dans la semaine où son papa, Ouais. et il était déchaîné. Il a fait la partie de sa vie. Et on en parle souvent, on a perdu à 8, on aurait peut-être pu l'accrocher, mais on ne pouvait rien faire contre lui. Ouais, il était trop fort. Et en face, il y avait, en finale, ils ont perdu contre Angie Savin, Perret, puis je ne me souviens plus du troisième, et ils se sont fait baguer en 3 mêmes. Donc mes gamins ont dit, c'est pas de regret. Et puis juste à côté, il n'y avait pas nos amis Rocher qui jouaient, Oui. Dylan avec son frère qui Ouais. jouait. Et une petite anecdote, à un moment, Dylan, il met un coup de pied dans la terre parce qu'il fait un trou, et t'as le Bruno qui descend avec sa femme. Le Dylan, il s'est fait remonter les bretelles, Ouais. parce qu'on lui a dit, chez les Rochers, ça ne se fait pas. Ça, c'est vrai. Monsieur Bruno Rocher. C'est ça. Voilà. Un monsieur. Ça a été mon dernier championnat de France, parce qu'après je m'en vais, parce que j'avais, pour moi, déjà j'avais rencontré ma copine, j'avais envie de vivre autre chose. Mhm. En même temps, j'ai juste fini en passant mon brevet fédéral 2e degré au Pontet, avec Jean-Philippe Soricotti. Je rencontre Daniel Voisin, ça Mhm. reste un souvenir qui me parle. Pendant une demi-heure, on a quasiment bloqué le jury parce qu'on a parlé du pointeur, ma passion. Lui qui était un pointeur, Ah oui. qui s'étonnait de plus voir de pointeur quand il faisait les détections, il voyait que des tireurs. Ouais, Il me dit, ça. mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais la preuve, aujourd'hui, la pétanque est devenue plus au tir et malheureusement au point. Comme je lui ai dit, il lui peut-être pas fallu supprimer la donnée. Les meilleurs joueurs s'en rendent compte quand même. Voilà. Parce que les Voilà. meilleures équipes, c'est celles où il y a un bon pointeur. Supprimer la donnée, c'est vraiment une erreur pour Mm. moi. À l'époque, moi j'ai connu les débuts de la pétanque, on faisait la donnée, tu sais Philippe, Ouais. on tâtait. Ouais. On tâtait le terrain, mais Bien sûr. dans des terrains difficiles, bien évidemment, pas dans le sablé. Et le pointeur avait une importance. Ouais. J'ai aussi beaucoup parlé avec Patrick Fragnoux, que je veux citer. Patrick, on me dit, il a été championnat de France par accident. Quelle connerie. Patrick Fragnoux, c'est un meneur d'hommes. Ah, bien C'est sûr. un monsieur. C'est Il un savait meneur de faire jeu. jouer les gens. Mm. Les Perrault, les Cassis, tout ce que tu veux. Mm. Mais je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Les Saliers, il a joué avec des super joueurs. Et c'est lui qui menait le jeu. Ouais, bien sûr. Et des fois, il faisait tirer contre jeu. Le mec, il faisait carreau. Et ben, il disait, tu vois, là, on a joué le jeu. Voilà. C'est ça qui est impressionnant. Voilà. Ouais, il y a un épisode douloureux. C'est le décès de Jean-Pierre, mon frère. J'en parle parce que beaucoup de gens le connaissaient. Ouais. C'était quelqu'un qui m'avait accompagné à la pétanque du Beau-Rivage à Condrieu. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais il était joueur, vice-président du club de Chavanais, et il est décédé en 2013 dans des conditions encore mystérieuses dont je n'ai pas le droit d'évoquer, que j'ai pas le droit d'évoquer. Mais bon, ça m'a énormément retourné et je peux vous dire que je te dire Philippe, toi j'ai de l'émotion, que j'ai du mal à retourner jouer à Chavanais. Je suis retourné il n'y a pas très longtemps avec mon papa, il y a 3 jours, Mhm. et j'ai été accueilli merveilleusement bien par des joueurs qui jouaient là-bas. Mais ça m'a fait quelque chose parce que c'est mon frère et parce que c'était la pétanque, et ça reste quelque chose de Ouais, c'est de logique. particulier. Voilà. Eh ben on avance et on est en 2011. Oui, quelques années ont passé, et j'avais dit que bon, je resterais un peu tranquille avec la pétanque, et puis le club d'Anéon qui s'était créé quelques années auparavant vient me chercher un petit peu aussi. Ils me disent, on n'a pas d'éducateur en championnat des clubs seniors. Mhm. C'est dommage parce que bon, on a peut-être un coup à jouer, donc je reprends l'équipe en 5e division. Les seniors, ça me botte pas trop, hein. Moi c'est pas mon truc, donc je dis j'y vais, mais sur la pointe des pieds.
Et puis il se trouve que l'alchimie fonctionne encore. De 5e division, on enchaîne 4 montées consécutives, on se retrouve en première division. Donc ça a été une super expérience. C'est pas quelque chose qui m'a marqué parce que c'est pas le même relationnel qu'avec les gamins, mais ça reste une belle expérience parce que j'ai pu prouver que malgré tout, même en senior, en respectant tout le monde et puis en faisant peut-être parfois, alors là les choix ils sont cornéliens parce que le mec il accepte plus ou moins, c'est pas comme avec des gamins, mais avec une jury d'équipe, on est arrivé à quelque chose. C'est ça. Voilà. Et puis bon, il y a aussi la création du groupe pétanque, Ludo Lucignol crée son groupe pétanque. Ginette Caviccioli, je veux la citer, elle m'a souvent félicité parce qu'avant je faisais des petits calendriers papier dans les années 80. Je faisais passer aux gens, je récupérais tout le calendrier des clubs, les sauvages et tout, et je mettais tout sur un papier. Et ben j'ai repris ça sur Facebook avec le fameux agenda dont tout le monde me parlait quand j'étais m'en occupais, puisque j'ai arrêté il y a peu de temps. Et j'étais connu pour ça avec cet agenda Rhône-Alpes, sauf les Savoie et l'Ain, je m'en excuse, mais quand on passe 1 heure à presque 2 heures par jour à s'occuper de ça, parce que les sauvages, j'allais les chercher de partout. Alors j'avais mes relais, des gens qui me donnaient les infos, mais j'allais les chercher dans l'indispensable, dans les petits journaux, sur les sites internet. Et donc j'avais créé cet agenda, mais c'était quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, puis j'ai choisi d'arrêter. Faut laisser. Quand on n'a plus envie, quand ça devient quelque chose de trop lourd, il faut arrêter. Il ne faut surtout pas le faire par obligation, il faut toujours le faire par plaisir. Et tu as passé plus de 10 ans à t'occuper de ça sur le groupe pétanque? Quasiment 10 ans, 9 ans et demi quasiment, voilà. Et là, je sais que Titi Bouvron a repris le truc. Je lui souhaite bon courage, mais c'est pas facile parce qu'en plus, la situation actuelle avec le Covid, c'est très compliqué. Peut-être que dans les années qui vont venir, dans les mois ou années qui vont venir, ce sera beaucoup plus simple, je l'espère. J'espère. Oui, on a beaucoup parlé, je suis désolé, je suis un bavard. Mais 40 ans de pétanque, ça ne se résume pas en quelques mots. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer. Le message que je veux faire passer, c'est le message qui m'a habité tout au long de ces 40 ans. C'est, pour moi, la pétanque, c'est la convivialité, c'est l'amitié. Et actuellement, je vois, je lis, j'entends trop de choses qui ne sont pas dans cet esprit-là. Je trouve que c'est pas ça la pétanque. La pétanque, c'est l'échange intergénérationnel, la convivialité. Tous les milieux socioculturels peuvent se retrouver pour vraiment vivre leur passion commune. Il faut qu'on retrouve ça. Moi, vraiment, il y a trop d'embrouilles qui sont complètement, qui partent souvent de choses complètement nulles, regrettables. Et avec les tragédies que moi j'ai vécues, j'en ai parlé, en souvenir de mon frère, qui était l'exemple même du joueur exemplaire, respectueux. J'appelle vraiment les joueurs à retrouver cet esprit, à condamner, parce que souvent je vois des gens qui ne réagissent pas quand ils voient des embrouilles. Il faut y aller à tous là, et leur dire maintenant c'est bon, on arrête. Parce que la pétanque, c'est pas ça. La pétanque, c'est la joie de vivre, c'est le plaisir et c'est l'amitié. En un mot, la pétanque, c'est la passion. Un état d'esprit. Et un état d'esprit. Eh bien Alain, cet entretien arrive à son terme. On va se quitter sur un paysage quand même magnifique. Et de toute façon, c'est le plus beau cadre. Il y avait des gens qui m'ont souvent dit c'est le plus beau cadre de la région. L'étang d'Anneyron, magnifique. C'est sûr. Voilà, avec un beau coin ombragé, où tous les joueurs de pétanque viennent jouer le week-end en famille ou dans les petits concours. Vraiment magnifique. Merci beaucoup Alain. Merci. Et puis désolé d'avoir été long, mais c'était un exercice auquel je tenais. Je t'en avais parlé. Et puis on l'a fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Merci en tout cas pour ta disponibilité et ta gentillesse Alain. J'ai pas exagéré dans mes propos, à aucun moment. Personne n'en doute. Voilà. Merci à toi, c'est important. Merci beaucoup Alain. À bientôt. Salut. On a passé un bon moment, enfin du coup moi j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.